BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h17, mon invité c'est Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour. Alors finalement, cette réforme de l'assurance chômage contre laquelle vous vous êtes tant battu, elle s'applique intégralement à partir de ce matin, notamment avec deux nouvelles mesures importantes. C'est-à-dire qu'il faudra avoir travaillé pendant au moins 6 mois et non plus 4 mois au cours des 2 dernières années pour avoir le droit au chômage. Et deuxièmement, pour les cadres, la dégressivité dès le 7e mois. Avant, c'était à partir du 9e mois. Finalement, la clause de retour à meilleure fortune a été activée. En fait, le gouvernement estime que la situation économique est bonne et que donc on peut appliquer pleinement cette réforme. Vous le regrettez ? Non seulement je le regrette, mais je le conteste parce que on était jusqu'à maintenant à peu près dans la théorie, on va dire, puisqu'on avait réussi en tout cas à empêcher qu'elle entre en vigueur plus tôt. Ça aurait dû être, on avait le gouvernement déjà. Aujourd'hui, ce qui va commencer à taper et la réduction des allocations, parce que c'est rentré en vigueur au 1er octobre, et donc c'est début novembre que celles et ceux, et ils sont nombreux, qui vont subir une baisse de leur indemnité. Ça, c'est pour lutter contre la permittance quand même. C'est-à-dire que effectivement, c'est qu'on réduit, on calcule différemment le jour de référence, et que pour essayer de lutter contre quelque chose qui paraissait un peu aberrant, c'est-à-dire que si vous travaillez à mi-temps, vous êtes moins indemnisé que si vous avez travaillé un jour sur 2. Alors c'est pas quand vous travaillez à mi-temps, la réalité c'est ceux qui enchaînent des contrats précaires et qui rechargeaient leurs droits en ayant travaillé 1 mois. Aujourd'hui, il va falloir travailler 6 mois pour recharger des droits. Ça va concerner plus d'1 million de personnes qui vont voir leur indemnité. Oui, mais ceux contre quoi il faut lutter. Si vous voulez, l'image à chaque fois qui nous est sortie, ce serait que les chômeurs se satisferaient de cette situation, profiteraient du système. Ça n'est pas vrai. Tout au long de cet été, les chiffres de l'emploi, les déclarations préalables à l'embauche de l'URSSAF montrent qu'on est à plus de 60% des créations d'emplois, des emplois créés en juillet, août, septembre. C'est plus de 4 millions qui sont des CDD de moins d'1 mois. Les salariés concernés n'ont pas le choix. Ce contre quoi il faut lutter, c'est les abus de contrats courts. Mais ça, normalement, c'est prévu par ce système de bonus-malus sur le. Non, le bonus-malus, il n'entrera éventuellement, je dis éventuellement, en vigueur qu'au mois de septembre 2022. Donc, il n'y a pas concomitance des deux mesures. Il n'y a pas concomitance, et ce sont les salariés dès le mois de novembre qui subissent ces contrats courts qui vont en subir les frais avec la baisse de leurs allocations. Deuxièmement, l'entrée dans les droits. Ça va rentrer maintenant en vigueur. Il faudra avoir travaillé 6 mois. Mais on est dans la même difficulté. Et alors, contrat de 6 mois, il faut encore que ces contrats existent, soient offerts. Or, si on voit une amélioration de création d'emplois, on reste majoritairement avec des CDD en entrée dans l'emploi. Et ça, ce ne sont pas les salariés demandeurs d'emploi qui en sont les causes, ils le subissent. Alors, il y a la même philosophie pour les cadres. Désormais, la dégressivité commencera dès 7 mois. Est-ce que vous considérez que certains cadres en profitaient et qu'il fallait donc accélérer la dégressivité? Non, mais encore une fois, nul ne profite de l'assurance chômage. Les demandeurs d'emploi, vous savez, aujourd'hui, quand on nous parle des demandeurs d'emploi, on ne compte plus que la catégorie A. On est quand même encore à plus de 3-5 millions de salariés qui sont sans activité, qui sont à la recherche d'un emploi. Mais si on y ajoute les catégories B et C, c'est-à-dire tous les salariés qui ont partiellement de en activité réduite, qui sont inscrits à Pôle emploi, c'est-à-dire qui sont demandeurs d'un emploi à temps plein. Et là, on atteint 5 millions au total, A, B, C. Donc c'est cela qu'il faut corriger, c'est la qualité de l'emploi, c'est la pérennité des emplois, c'est le fait qu'on embauche en CDI et non pas systématiquement en CDD. Comment vous expliquez qu'il y ait autant d'offres d'emploi non pourvues? Alors officiellement c'est 300-400 000 selon Pôle emploi, mais beaucoup de fédérations patronales nous disent que si on additionne les offres d'emploi non pourvues dans toutes les fédérations, d'ailleurs on sait qu'une partie seulement des offres d'emploi passe désormais par Pôle emploi, on est peut-être à 700, 800 000, 1 million d'offres d'emploi non pourvues. Oui, mais ça, c'est le discours qui a pour vocation de nous laisser croire que finalement, les chômeurs se complaisent dans leur situation. Le discours, mais moi, on a beaucoup de patrons d'entreprises qui nous disent, on n'arrive pas à trouver les compétences. Oui, il y a des difficultés. Vous savez où? Là où on est scotché au SMIC avec un petit contrat de quelques heures par semaine qui fait que vous ne finissez pas les fins de mois. Faut pas oublier qu'on a aujourd'hui l'inflation, les prix, les fins de mois difficiles.
beaucoup de salariés, plus de 3 millions, de l'ordre de 3 millions, sont scotchés au SMIC. Donc vous dites que si on ne trouve pas les salariés et les compétences pour remplir les offres d'emploi, c'est parce qu'on ne les paye pas assez? Pour vous, c'est la seule explication? Il y a des problèmes de salaire. Ouais. On a trop de salariés scotchés au SMIC, souvent à temps partiel, et ça ne fout pas les fins de mois. Avec l'augmentation des prix de l'énergie, du carburant, le poids des dépenses contraintes qui pénalisent beaucoup plus de 2 fois les salariés qui sont en bas de l'échelle des salaires par rapport à ceux qui ont de meilleurs revenus. Et la nature des contrats, quand vous n'offrez des contrats que de quelques heures, parce que c'est, encore une fois, s'il y a un bonus-malus prévu au terme de la réforme de l'assurance chômage, qui est, selon nous d'ailleurs, partielle, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il aurait fallu faire. C'est bien parce qu'il y a le constat, y compris de la part des pouvoirs publics, qu'il y a un abus de contrats courts. Beaucoup trop d'employeurs, d'entreprises utilisent l'assurance chômage comme un outil de flexibilité de l'emploi, c'est-à-dire qu'on propose des petits contrats et on envoie les salariés entre les contrats à l'assurance chômage. C'est pour ça qu'on a réformé. C'est contre cela qu'il faut lutter, et non pas taper sur les salariés de l'emploi. C'est l'objectif de la réforme, justement. Non, l'objectif de la réforme, il est de faire 3 à 4 milliards d'économies sur l'assurance chômage. C'est le quoi qu'il en coûte qui va devenir un quoi qu'il en coûte aux salariés, avec la réforme de l'assurance chômage notamment. Alors, on va mettre les pieds dans le plat, on va parler du SMIC. Vous avez vu ce rapport, ce groupe d'experts présidé par Gilles Berset sur le rôle du SMIC dans ce chômage structurel en France. Pour simplifier, ce que dit le rapport, c'est que parce qu'on a fixé un niveau du SMIC trop élevé, on exclut de l'emploi des millions de salariés, avec les formes de travail que vous révéliez, et que pour faire baisser le chômage en France, il faudrait peut-être réfléchir, peut-être pas à une suppression du SMIC, mais à une plus grande souplesse dans la fixation du salaire minimum. Vous savez, quand vous dites ça, c'est que vous considérez effectivement qu'il faudrait baisser le salaire minimum. Moi, je propose aux soi-disant experts de ce groupe d'experts du SMIC, ça fait 12 ans que ce groupe d'experts a été mis en place, ça fait 12 ans que le discours est exactement le même. Moi, je propose, pour qu'ils aient une expertise complète, qu'ils aillent 1 an vivre au SMIC. Et on verra si... à la fin de cette période d'essai au SMIC, ils considèrent toujours que le SMIC est trop élevé. Je conteste ce groupe d'experts et je me suis adressé hier au Premier ministre et à la ministre du Travail. Pour leur dire que j'espère qu'ils ne se tiendront pas à la recommandation du groupe d'experts pour l'augmentation du SMIC au 1er janvier, sinon ce serait limité à 0,5-0,6%, c'est inacceptable. Et 2, que l'on réinstaure, comme la loi le prévoit, une véritable consultation, information, débat entre les confédérations syndicales, les organisations patronales, les pouvoirs publics sur la revalorisation du SMIC. Le 15 décembre prochain est prévue une réunion de ce qu'on appelle la Commission nationale de la négociation collective, qui est le lieu où théoriquement on devrait avoir cette consultation, qui est devenue une chambre d'enregistrement. Le gouvernement nous annonce sa décision. Eh bien, je demande à ce que l'on revienne à ce qui se pratiquait dans le passé, qu'on ait un véritable débat, qu'on prenne en compte les positions des uns et des autres et que chacun s'explique sur la décision qu'il doit prendre, et en particulier les pouvoirs publics. Mais est-ce que vous ne croyez pas que si on considère que le salaire est insuffisant et qu'il faut aider, et c'est bien normal, les populations les plus fragiles qui ont des salaires trop bas, est-ce que c'est le rôle du SMIC? Est-ce qu'il ne faudrait pas, à côté du salaire librement fixé entre un employeur et son employé, que l'État, peut-être une sorte de forme de revenu universel, vienne compléter des salaires quand on considère qu'ils sont trop bas? Parce que si on fait un SMIC trop élevé, c'est ce que dit le rapport, finalement, on crée cette acceptation française du chômage. Ces 6 millions de chômeurs dont vous parliez... Vous savez ce que ça donnerait? On baisse l'impôt sur la fortune, on baisse l'impôt sur les sociétés, on instaure une flat tax qui amoindrit le poids de la fiscalité sur les plus hauts revenus du patrimoine, etc. À l'arrivée, ce qui reste dans l'impôt, c'est principalement ce qui pèse sur les ménages. TVA, CSG,
et les dispositifs comme l'indemnité inflation, prime d'activité... On pourrait parler d'impôts de production qui sont 70 milliards plus importants qu'en Allemagne, par exemple, et qui pèsent sur les entreprises. Il y a 20 milliards. De 10 milliards. Il y a 20 milliards. 10 milliards. 10 non, milliards. 2 fois 10 milliards. Les mêmes disent, vous savez que c'est une tricherie du gouvernement. On baisse de 10 milliards en 2021, on maintient cette baisse en 2022, mais c'est pas 20, c'est 10. C'est quand même 10 milliards, admettons, de moins. Rappelez-vous, le crédit impôt compétitivité d'emploi, c'était déjà 20 milliards qui ont été transformés en exonération de cotisations sociales. À l'arrivée, toutes ces indemnités qui sont des pansements de pouvoir d'achat sont finalement payées par les ménages. C'est nous-mêmes qui nous payerons demain notre pouvoir d'achat. Ça ne fonctionnera pas. Et d'ailleurs, ça ne fonctionne pas. On a des négociations qui coincent dans un certain nombre de branches, comme la coiffure, l'hôtellerie, la restauration en ce moment, l'hôtellerie, restauration. On a des négociations qui coincent dans un certain nombre d'entreprises. Il y a un préavis de grève à Lidl, à Auchan. On a réussi à négocier à Carrefour. Pourquoi ça coince? Parce que les employeurs voient bien que s'ils augmentent les salaires, vont revenir ou ils vont dépasser les niveaux qui leur permettent de bénéficier des exonérations de cotisations. Ou alors se réfugient derrière le fait qu'on peut mettre une prime défiscalisée, qui a la prime d'activité, c'est-à-dire que tous ces dispositifs conduisent à créer des trappes à bas salaire. Donc il faut le SMIC revoir étant lui-même une trappe à bas salaire, parce qu'effectivement on se rend compte que le SMIC est tellement défiscalisé et désocialisé que... à bas salaire. Le SMIC, aujourd'hui, on est à près de 14% de la population active au SMIC. On était dans les années 70 à 4%. Pourquoi? Parce que tous ces dispositifs d'exonération, d'allègement de cotisations pour les employeurs conduisent les employeurs à ne pas vouloir augmenter les salaires pour pouvoir bénéficier de ces exonérations. Il faut revenir sur tous ces dispositifs et restaurer le rôle du salaire comme rémunération du travail. Et je pense que le SMIC est beaucoup trop bas. Nous revendiquons, nous, un coup de pouce, comme on l'appelle, net, sensible. Nous demandons à ce que l'on porte le SMIC à 80% du salaire médian, qui est le niveau de salaire qui sépare la population en deux, c'est-à-dire, si on en est loin, on est à 1250 net à peu près aujourd'hui, nous demandons un SMIC à 1450 net mensuel. Merci beaucoup Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.